Monsieur, s'il vous plaît, réveillez-vous. Pitié, soyez gentil, cachez-vous. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, un bon petit 100 mètres pour commencer la journée, ça fait pas de mal et c'est bon pour le corps. Vous êtes prêts? C'est parti pour Manhunter. Alors, Manhunter ou le sixième sens en français est un thriller américain sorti en 1986 et réalisé par Michael Mann. Né en 1943 à Chicago, il débute sa carrière à travers quelques documentaires où il expérimente déjà certaines techniques de mise en scène rarement vues dans le genre pour appuyer son propos. Mais c'est au début des années 80 qu'il s'attaque à la fiction avec l'excellent Le Solitaire, pur film noir adapté du roman The Home Invader de Frank O'Heimer, traitant de la rédemption d'un bandit interprété par James Caan dans le but de fonder une famille. Un bon début pour le cinéaste dont l'œuvre sera d'ailleurs présentée au Festival de Cannes. Malheureusement, son film suivant n'aura pas le même accueil. En effet, il enchaîne avec La Forteresse Noire en 1983, un film d'horreur ultra ambitieux qui aurait dû marquer le genre. Malheureusement, un tournage chaotique et des coupes au montage, le film devait durer plus de 3 heures à la base, achèveront l'œuvre pour un cuisant échec en salle. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille l'excellente vidéo de Mister Cult qui traite du sujet. Très bonne chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Mais c'est finalement à la télé qu'il retrouvera un nouveau souffle à sa carrière. En effet, au milieu des années 80, il décide de produire une série policière ultra stylisée, dynamitant par une mise en scène délimitée par une multitude de références à la pop culture avec Miami Vice. Le succès est tel qu'elle en redéfinira les codes du genre. Le cinéaste ira encore plus loin en 2006 en adaptant sa série sur grand écran où le duo de flics est interprété par Colin Farrell et Jamie Foxx. Grosse claque à voir absolument. La décennie suivante, Michael Mann délaisse la télévision pour se consacrer essentiellement au cinéma, où sa filmographie sera marquée par 3 œuvres importantes. D'abord le film historique Le Dernier des Mohicans avec un Daniel Day-Lewis au sommet de son art dans le rôle d'un Indien en pleine période de conquête du continent américain. Le monumental Heat, pur bijou du film de gangster qui servira d'influence pour de nombreux réalisateurs par la suite, en particulier les scènes de braquage magnifiquement mises en scène, notamment Christopher Nolan qui s'en inspira pour sa superbe scène d'ouverture dans The Dark Knight. Une œuvre qui vaut bien sûr pour le face-à-face de deux des plus grands acteurs hollywoodiens, Al Pacino et Robert De Niro. Et enfin, Révélation, brûlot politique mettant en avant les dangers nocifs de la cigarette que l'État nous avait cachés depuis des années. À voir si vous voulez arrêter de fumer. Véritable adorateur du cinéma vérité, la popularisation de l'utilisation du numérique va permettre au cinéaste l'expérimentation de nouvelles digressions narratives et visuelles de son cinéma, toujours avec une volonté de traiter les grandes histoires américaines en l'alliant à une scénographie chorégraphiée, permettant de voir ces personnages à travers un ciné-œil où sa grammaire cinématographique prend le dessus. Que ce soit le biopic sur le célèbre boxeur Mohamed Ali où la caméra permet à la prestation impressionnante de Will Smith de prendre une dimension encore plus épique. Collateral, son plus gros succès à ce jour, où le numérique permet d'exprimer la dimension existentielle dans les rues de Los Angeles à travers les textures de son imagerie, étant plus qu'un simple film concept, mais une vraie résonance anthropologique propre aux obsessions et aux thématiques du réalisateur. Enfin, Michael Mann continue dans le genre du film de gangster avec 2 œuvres radicalement opposées dans leur mythologie, mais toujours en renvoyant l'imagerie du gangster à une puissance évocatrice rarement inégalée. Public Enemy en 2009, véritable plongée frénétique sur la vie de John Dillinger, au parcours immersif, accentué par la folie de son héros enchaînant les séquences de braquage comme une échappatoire à sa fin inéluctable. Et enfin son dernier film à ce jour, Hacker, où la mise en scène du réalisateur trouve un nouvel écho dans les circuits informatiques, donnant corps à ces nouveaux réseaux de communication, confrontant un nouveau type de héros du cinéma d'action à l'univers du piratage informatique. Véritable obsédé de l'image, Michael Mann, que les films marchent ou non, propose un cinéma iconoclaste où le cinéma du nouvel Hollywood lui a permis de créer une nouvelle forme de langage cinématographique, où l'aspect spectaculaire se symbiose parfaitement dans un traitement où le fond ne surpasse jamais la forme pour garder une cohérence tant visuelle que narrative. Visionnaire. Mais revenons aux années 80. Après l'échec de La Forteresse Noire, Michael Mann veut se remettre en selle pour faire redécoller sa carrière. Pour cela, le producteur mégalo Dino De Laurentiis lui soumet le roman d'un certain Thomas Harris, qui sera le point de départ de l'une des plus grandes figures du thriller horrifique américain avec le personnage de Hannibal Lecter, popularisé par un certain Anthony Hopkins par la suite, mais dont le réalisateur de Heat en posera déjà les bases en 1986 avec Manhunter. L'histoire suit Will Graham, un ancien agent fédéral qui est retiré de ses obligations professionnelles
professionnel depuis qu'il a été grièvement blessé par le psychopathe cannibale Hannibal Lecter. Cependant, Jack Crawford, un ancien collègue du FBI, décide de faire appel à lui pour arrêter un nouveau tueur en série qui assassine des familles lors des nuits de pleine lune. Pour découvrir son mode opératoire, Graham va consulter contre son gré Hannibal Lecter dans le but de découvrir ses prochaines victimes. Bien avant Le Silence des Agneaux, Michael Mann proposait la première itération du roman Dragon Rouge où par la précision de son écriture, du souci du détail et de la fragilité de ses personnages, le tout dans une mise en scène dépouillée et stylisée typique des années 80, apportait un envoûtement cinématographique qui en faisait l'adaptation la plus passionnante du roman. Car le roman a été adapté 3 fois à l'écran. Manhunter qui va nous intéresser, Dragon Rouge réalisé par Brett Ratner et dans une certaine mesure la série Hannibal. Des 3, si la version de Michael Mann n'est pas la plus fidèle en termes d'adaptation, ça n'en reste pas moins l'aboutissement cinématographique d'un cinéaste sur un genre qu'il investit et transcende et dont la série Miami Vice n'en était que l'expérimentation. Dans le fond, les états d'âme de Will Graham après sa blessure avec Hannibal Lecter et Francis Doloride, le tueur tourmenté par ses démons qui le poussent à commettre des meurtres. Dans la forme, une vision expressionniste qui conduit à une rupture avec la réalité, des lieux hautement design, des maisons architecturales et surtout ces couleurs hypnotisantes qui saturent le cadre. Tout ce travail minutieusement préparé, on le doit à Dante Spinotti, chef opérateur italien qui jongle beaucoup les tournages entre son pays natal et les États-Unis et qui travaillera encore avec Michael Mann par la suite sur le dernier des Mohicans, Hit ou encore Révélation. Choisissant de dévoiler que toutes les habitations du long métrage devaient forcément refléter la personnalité de ceux qui y vivent à une exception près, la cellule de Hannibal Lecter. À l'instar du Silence des Agneaux, le cinéaste opte pour une omniprésence du blanc et une parfaite symétrie entre les lignes, renforçant de fait l'impression de puissance et de pouvoir de fascination sur le criminel. Chaque détail est minutieusement resserré par le cadre ou par un travelling servant le propos ou procurant des émotions diverses. Vous voulez savoir s'il l'est choisi et comment, c'est ça? Je suis persuadé que vous avez une idée. Pourquoi vous le dirais-je? Vous aurez accès au dossier. Il y a aussi une autre raison. Laquelle, je vous prie? Je vous présume curieux de voir si vous êtes plus malin que le type recherché. Mais vous impliquez qu'on est moins malin que celui qui vous prend? Non. Michael Mann, avec son œil vif habituel, voulait à ce que chaque détail, chaque objet, chaque tenue ou chaque jeu de lumière dans le cadre expérimente forcément du danger à la violence en passant par l'amour, tous ces sentiments connectés sur la psyché humaine. Et cela ne pouvait être crédible que par un casting au top. William Peterson, future star de la série Les Experts, incarne parfaitement Will Graham où pour se préparer au rôle, il a dû se documenter directement auprès de la police, les observer, les écouter, une véritable immersion clairement indispensable pour disposer d'une vraie crédibilité à l'écran. Il a également rencontré des profilers et des psychologues pour pouvoir avoir cette déstabilisation permanente de ce personnage brisé psychologiquement. Pour Francis Doloride, alias le Dragon Rouge, alias la Petite Souris, le choix de Tom Noonan paraissait une évidence tant par sa carrure, sa taille et sa silhouette effrayante, si bien que pendant le tournage, personne ne devait lui adresser la parole et une certaine distance était vivement conseillée tellement il était dans son personnage, quand bien même que pour les préparations des scènes, on ne l'appelait plus Tom, mais Francis. Monsieur Doloride, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Enfin, Hannibal Lecter, malgré ses si modestes minutes de présence, Michael Mann voulait un acteur solide et menaçant. Sa recherche va le mener à Brian Cox, acteur encore inconnu enchaînant les planches à la Royal Shakespeare Company, proposant une approche plus baroque et théâtrale tout en étant suffisamment dérangeant pour marquer les esprits. À côté, on notera Kim Geist pour jouer l'épouse de Will Graham, Joan Allen, une femme aveugle dont Doloride s'éprend, Denise Farina en Jack Crawford, le supérieur de Will, et enfin Freddie Lounds, le journaliste qui avait insulté Doloride dans son journal, et dont ce dernier se vengera d'une manière assez brutale, interprété par Stephen Lang, futur méchant du Avatar de James Cameron. Rappelez-vous que chaque réponse vaut 10 points à la première reprise, et que chaque candidat n'a 3 Chez Michael Mann, en tant que perfectionniste de l'image, la crédibilité et la véracité des faits de l'histoire sonnent toujours comme un aspect formel de son cinéma, générant de fait une ambiance qui lui est propre. On l'a vu dans ses décors à l'allure très froide et minimaliste, mais débouchant sur un univers onirique voire crépusculaire, ses couleurs teintées de bleu et de vert saturées avec la symbolique que ça implique, un sens du cadre très pictural esthétisant une mise en scène appuyée typique des années 80, sans oublier une musique propre à l'époque avec des morceaux pop et rock, qui ont plus
plus ou moins bien vieilli, mais participant allègrement à l'impact émotionnel des personnages du film. En termes de mise en scène, pour accentuer l'ambiance perturbante à l'ensemble, le cinéaste décide de jouer sur les jeux de miroir pour que Will Graham puisse se connecter mentalement à Doloride. En effet, le plan d'ouverture s'ouvre sur un plan séquence filmé de manière subjective où on suit le parcours du tueur jusqu'au lit du couple qu'il réveille grâce à sa lampe torche. Sans contre-champ, la femme se réveille et se rend compte de la situation et de suite, le spectateur est assimilé à l'assassin. Quelques minutes plus tard, le contre-champ arrive finalement mais mettant Will Graham dans le cadre. Présent pour repasser les lieux et s'imprégnant de sa connexion avec l'homme qu'il traque, une proximité entre les deux personnages où l'identification se révèle troublée car sortant de sa zone de confort, le coupant de fait de son environnement naturel avec sa famille. Un mysticisme prononcé ne prenant jamais le pas sur le récit, mais apportant une dimension et une profondeur beaucoup plus sensorielle. C'est pour cela d'ailleurs que Michael Mann filme particulièrement les visages de ses personnages, se plaçant dans la tête de Will Graham ou du Dragon Rouge, où l'envie des yeux et de la bouche, principal vecteur du désir sexuel, amène une dévotion destructrice complète dans le dernier tiers du film. Une fonction armée par des meurtres toujours montrés hors champ, insistant de fait sur une distanciation constante sur ce tueur horriblement humain, trop humain, et dont l'affrontement inévitable avec Will peut s'avérer décisif pour ce dernier. Ce bonhomme, il veut nous tuer? Non, on n'en sait rien. Toi, tu vas le tuer. Mais non. Non, c'est pas mon boulot de faire ça. Cela se voit déjà dans la scène entre Will et Hannibal Lecter ou par le choix des cadres. Difficile de suggérer qui est véritablement enfermé et qui ne l'est pas tant la relation entre les deux personnages s'avère ambiguë. Will essayant de garder son calme malgré qu'il soit nerveux et dans un endroit resserré par les plans rapprochés. Quel a été le diagnostic des psychiatres pour Lector? Un diagnostic de psychopathie. Il n'avait guère d'autre issue. Je sais qu'il vous a bien arrangé. Une perspective que Michael Mann aime pour se rendre compte du malaise ambiant tant lyrique que frontal dans les dialogues, où, dans le fond, la thématique du double sera toujours présente dans les films suivants du cinéaste. Le chauffeur de taxi joué par Jamie Foxx qui emmène le tueur interprété par Tom Cruise à différents points de la ville de Los Angeles dans Collateral, la confrontation idéologique entre Robert De Niro et Al Pacino dans Hit, ou encore la traque de John Dillinger par Melville Purvis dans Public Enemy, où cette fragilité face à l'horreur présente tique comme une crise identitaire qui demande un certain travail d'équilibriste et dont le réalisateur maîtrise parfaitement. Will Graham se lance à corps perdu dans une course contre la montre pour retrouver le Dragon Rouge avant un nouveau massacre, mais aussi pour lui avant qu'il perde la notion de son être, symbolisant l'esprit ébriqué se battant pour garder une certaine consistance de son être, là où Doloride a totalement perdu son humanité à mesure que l'enquête avance. Le miroir étant pour les deux leur principal vecteur d'émotion. En effet, Will se repose souvent là-dessus ou dans une baie vitrée pour se souvenir de qui il est, là où Doloride le casse pour finir sa transformation en Dragon Rouge. Une réussite visuelle qui rend cette enquête passionnante par cette chasse aux prédateurs où l'œil cinématographique et les obsessions du réalisateur apportent une touche aussi bien mélancolique que tragique d'une grande puissance évocatrice sur le mythe du tueur en série. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Gros flop à sa sortie, Manhunter a depuis été réévalué à sa juste valeur comme beaucoup d'autres à son époque. Un pur thriller presque surnaturel qui en font l'une des œuvres les plus abouties de son auteur. N'hésitant pas, quitte à s'éloigner du roman de base, à prendre des risques pour expérimenter son propre langage cinématographique. Et si certains peuvent être légèrement déçus du final, voire de la BO qui pourrait en déranger quelques-uns, Manhunter reste une expérience unique, mise en scène par un vrai maître de l'image. Sa montée en puissance de la tension et de l'iconisation de ses personnages. La première adaptation de Dragon Rouge demeure encore aujourd'hui une pièce maîtresse du cinéma des années 80, synthétisant très bien les folies visuelles, esthétiques et narratives qu'on pouvait se permettre à l'époque. Une œuvre à l'atmosphère poisseuse et malsaine sans avoir recours au gore grand guignolesque qu'on verra dans la saga avec Anthony Hopkins par la suite. Immersif, visionnaire et jusqu'au boutiste, le film allait allumer la mèche pour nous créer l'une des icônes les plus effrayantes du cinéma d'horreur et donner en même temps une nouvelle dimension cinématographique au genre du thriller. Manhunter est un film culte à découvrir d'urgence. Alors, quelle ressemblance avec Lector? Qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur fait quoi? Il leur fait quoi? Je veux plus
plus te trouver sur mon chemin. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Manhunter, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez le genre du thriller, le classique de Michael Mann est à regarder obligatoirement. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.